Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le géoradar? Oui, ben, le géoradar, c'est un appareil qu'on appelle de télédétection ou de détection à distance. Donc, c'est un appareil qui nous permet d'analyser les sols ou de repérer certaines structures dans les sols à partir de la surface, donc en faisant circuler l'appareil sur la surface du sol. Ça fonctionne un petit peu comme un sonar, si on veut. Donc, ça envoie des ondes à l'intérieur du sol, puis dépendamment de ce qui va être rencontré comme des obstacles ou des objets ou des bouleversements, on va pouvoir détecter ce qu'on appelle des anomalies ou des structures. Puis ensuite, comme archéologue, dépendamment de ce qu'on recherche, on peut interpréter ces anomalies-là comme des traces de bâtiments ou des traces de sépultures, par exemple, lorsqu'on peut repérer des fosses qui sont creusées dans le sol. Donc, c'est une technologie qui permet d'avoir un aperçu de ce qui se trouve sous la surface du sol sans nécessairement avoir à creuser là, pour dégager des choses. Donc, c'est le principal avantage de cette technologie-là. Donc, vous me dites que ça, on peut voir si c'est du béton ou de l'acier, mais est-ce qu'on peut voir en dessous aussi? Est-ce que ça traverse tout? Le géoradar a une capacité, disons, de pénétration dans le sol qui est variable, qui peut atteindre là, autour de 2 à 4 mètres assez facilement, dépendamment qu'est-ce qu'on va rencontrer. On peut voir à travers le béton des petits éléments en métal, on pourrait passer au travers. S'il y avait une grosse pièce en métal, par contre, ça bloquerait complètement, si on veut, la vue là, du géoradar plus en profondeur. Donc, on peut travailler là, dans des contextes ordinaires, disons, jusqu'à des profondeurs de 2 à 4 mètres sans trop de problèmes. Est-ce qu'on peut aussi déceler des minuscules parties d'os comme, disons, s'il y aurait eu des crémations ou des incinérations de corps, par exemple? Je dirais non, parce que le géoradar, ça fonctionne. C'est pas tout à fait comme un. Des fois, les gens pensent ou on pense à un rayon X, comme quand on va à l'hôpital, mais la vision qui est donnée est pas aussi précise que ça. Donc, on peut pas voir même des ossements individuels. Si on parle des sépultures, ce qu'on peut détecter avec le géoradar, ce serait plutôt la fosse funéraire, donc un creusement, puis ensuite que ça a été remanié. Lorsqu'il y a des cercueils qui sont présents, des fois, on peut les remarquer aussi parce que souvent, ça va créer un vide dans le sol, mais disons, la résolution ou ce qu'on réussit à voir avec le géoradar n'est pas aussi petit que des objets individuels ou même des ossements individuels. Donc, pour les sépultures, ce qu'on va surtout remarquer, c'est une perturbation dans les couches de sol. Donc, il y a eu un creusement pour installer la sépulture, puis ensuite, il peut avoir un cercueil ou non. Puis quand c'est remblayé, quand on remet la terre en place, bien, ça reste un peu différent du sol naturel qui est à côté. Donc ça, on peut l'interpréter. Puis, dépendamment des dimensions aussi, c'est surtout là qu'on va pouvoir essayer de dire est-ce que c'est une sépulture unique ou plusieurs personnes. Puis, en fonction du nombre d'anomalies sur un terrain comme ça, s'ils sont bien alignés, puis tous à la même profondeur, par exemple, on peut penser que c'est plusieurs sépultures, puis on peut arriver à fournir aussi une estimation du nombre de sépultures qui sont présentes de cette façon-là. Pourquoi qu'on dit que le géoradar est une nouvelle technologie? C'est pas tout à fait vrai parce que c'est une technologie qui existe quand même depuis un certain temps. C'est une technologie, par contre, qui a été développée beaucoup plus pour le génie civil, donc pour repérer des canalisations, des conduites électriques, pour pas que les travaux d'excavation viennent endommager ça. Comme les archéologues ont emprunté, si on veut, cette technologie-là pour essayer de leur donner un avantage ou d'essayer de repérer des choses sans avoir à faire des techniques de fouilles conventionnelles. Donc, c'est plutôt l'application dans le domaine archéologique qui est plus récente. Puis, je dirais, au Québec, on arrive un peu, pas en queue de peloton, mais ça a été adopté un petit peu plus récemment. Puis, pour l'instant, au Québec et au Canada, on le voit surtout dans des institutions d'enseignement ou des universités, des institutions de recherche, puis dans les activités quotidiennes des archéologues, c'est pas encore tout à fait intégré ou c'est pas nécessairement un réflexe qui est tout à fait développé. Donc, c'est plus à ce niveau-là que ça devient de plus en plus
commun, là, où que l'utilité est un peu plus reconnue par la communauté aussi. Puis là, ben, ça se déploie assez récemment. On en a entendu parler beaucoup aussi cet été, évidemment, en lien avec les découvertes là, qui ont eu lieu. Ouais. Justement, quelles sont les difficultés qu'on pourrait rencontrer pendant les fouilles? Ben, pendant les fouilles, ben, c'est sûr que le géoradar, un des avantages, c'est que c'est plus rapide pour couvrir une grande superficie. Là, si on pense, par exemple, à des terrains qui peuvent être grands comme un terrain de football, on peut le faire assez rapidement, en peut-être 1 à 2 journées. Si on voulait faire des sondages ou des fouilles sur des superficies aussi grandes, bien, ça prendrait beaucoup de personnes, puis ça prendrait aussi plus de temps. Donc, le géoradar, même s'il n'est pas très précis, il peut fournir un bon aperçu des résultats assez rapidement. L'autre avantage, c'est que c'est pas ultra précis, mais il n'y a pas non plus, c'est peut-être c'est moins sensible aussi pour les communautés descendantes où il y a moins de perturbation du site. En fait, il n'y a pas de perturbation du site puisque c'est juste comme un relevé ou comme un scan, si on veut. Donc, puisque quand on parle de sépulture, c'est évidemment des sujets sensibles là, pour les communautés. Pour certaines personnes, c'est préférable de ne pas bouleverser ça. Donc, le géoradar, un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de perturbation du site non plus. On peut penser que c'est quand même essentiellement une étape initiale qui permet des découvertes ou d'avoir une idée de ce qui se trouve sur place. Généralement, on aimerait, ou les étapes ensuite, là, si on veut avoir plus de détails, ce serait plutôt des techniques conventionnelles d'excavation, de fouilles manuelles. Mais au moins, on peut fournir un premier aperçu, puis avoir une discussion sur cette base-là. C'est quoi le désir des gens? Est-ce qu'ils veulent aller plus loin avec des fouilles ou est-ce que pour l'instant, ils veulent en rester là, puis peut-être essayer de protéger ce terrain-là, puis délimiter aussi les superficies qui sont importantes. Quel est le prix pour opérer cette machine et aussi, c'est quoi le niveau de disponibilité pour cette technologie au Québec? Bien, c'est des appareils qui sont quand même assez dispendieux. Donc, c'est sûr qu'à l'achat, on peut parler quand même de quelques dizaines de milliers de dollars, peut-être 20 à 25 000 dollars, parce qu'il faut acheter l'appareil. Puis aussi, l'appareil fait le relevé, mais ensuite, ça prend aussi des logiciels pour traiter puis faire ce qu'on appelle le post-traitement, pour regarder un peu plus les données, les travailler pour essayer de les raffiner. Donc, c'est sûr que le prix d'acquisition est quand même important. C'est peut-être aussi ce qui, des fois, ralentit l'implantation de cette technologie-là dans les firmes archéologiques, par exemple. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est un peu plus les universités ou les institutions de recherche. Des fois, on obtient du financement pour acheter des appareils. Donc, ça fait partie de notre mission aussi de se familiariser avec ça, de devenir, de mieux évaluer le potentiel des technologies, puis de faire aussi la démonstration que c'est utile. Donc, je pense que c'est un peu le chemin naturel là, pour que éventuellement ce soit un peu plus répandu. Mais faut, malgré le coût initial, si on répartit ça dans le temps, ça peut être un outil qui est intéressant pour les universités, évidemment, mais pour tous les archéologues au Québec. Mais c'est sûr que la disponibilité de ça est pas si accessible, mais je pense que plus ça va se développer, peut-être même les prix vont baisser. Puis si les gens demandent ce type d'intervention-là, ben, s'il y a une demande plus accrue, ben, les gens vont réagir aussi en mettant ça en place. Je pense que c'est une question de temps un petit peu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de journée.